Je suis heureux d'accueillir des gens que j'aime bien, déjà. En Eurodame, Christine Léry, qui se présentera plus en détail, qui est agricultrice, productrice de lait notamment, qui va représenter la Fauche. Donc Stéphane Bois, que beaucoup connaissent ici, qui est maître de conférence à l'Agrocampus de Rennes, spécialisé en marketing, qui va nous parler de la fourchette. Donc ça, c'est les deux experts. Et j'ai deux témoins industriels que je n'ai pas choisis au hasard, qui sont tous les deux sur la même commune et qui tous les deux font des bonnes ventes autour de la Chandeleur. Donc voilà, Philippe Bizelec, directeur général de CI Associés, donc Cidre Référence. Et j'ai également Pierre-Yves qui représente, je dirais, l'entreprise Bertel, bien connue dans la région, qui fait les meilleures galettes de blé noir, 100% blé noir, galettes de Haute-Bretagne. Donc voilà, donc je leur laisserai la parole quand je vais peut-être détailler un petit peu. Présentation des... alors les CELI Associés, on est une entreprise coopérative cidricole, donc 60 ans d'existence, basée à Pleudien Assurance, donc près de Dinan, entre Dinan et Saint-Malo. Aujourd'hui, c'est une entreprise de un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 salariés, et donc avec 75% de l'activité sur du cidre et 25% de l'activité sur des jus de pommes, gazéifiés. Et donc, en termes de répartition, 60% de l'activité en vente distribution, marque distributeur ou à marque, 20% de l'activité en restauration en foyer et 20% à l'export. Bonjour à tous, Octave Morin, donc Légal et Bertel, date de création 1979, une entreprise de 85 personnes avec 28 crêpières sur site. On fabrique une partie de notre production manuellement. Nous sommes fabricants de galettes et crêpes, donc à Pleudien-Saurens, à côté de nos amis du cidre. Donc on a un développement à la fois local et national, sur deux modes de livraison et de fabrication. Donc nous, l'essentiel de notre entreprise est familiale depuis le début, une création qui a été faite par M. Bertel, et là qui est poursuivie par Amand, son leur fils, avec une implication forte dans le tissu local de notre pays, c'est-à-dire en Bretagne. Donc Christine Léry, je suis agricultrice dans le sud-est de l'Ille-et-Vilaine, en production de lait et volaille label. Voilà, donc j'essaie de m'impliquer dans l'avenir des filières dans lesquelles je suis. Et c'est pas toujours évident puisqu'on est en perpétuelle évolution. Et le tout est de prendre bien évidemment le train d'évolution pour ne pas louper et pour pouvoir avancer entre producteurs. Donc Stéphane ne veut pas en rajouter sur sa présentation. Je ne me suis pas présenté, donc en fait la table ronde qu'on anime est faite avec une structure que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui gagne à être connue, qui s'appelle Brest Conseil Agro. En fait, c'est un cluster qui a été créé sur la filière agroalimentaire au sein de la chambre professionnelle du Conseil de Bretagne qui s'appelle Brest Conseil, dont je fais partie. Donc Vincent qui est devant moi fait partie, donc, et il y a d'autres personnes également dans la salle. Donc moi-même je dirige un cabinet qui fait ses 20 ans cette année, donc spécialisé en développement, en marketing et commercial dans l'agroalimentaire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc je vais laisser la parole. Alors comment ça va s'organiser tout ça, parce que c'est pour bien expliquer la règle du jeu. Christine va préparer un petit PowerPoint pour expliquer un peu ce qu'elle vit dans son métier et les relations qu'elle a avec l'agroalimentaire. Ensuite j'aurai l'occasion de lui poser 3 questions. Auxquelles elle répondra bien sûr. Et ensuite, je donnerai la parole à nos témoins qui pourront effectivement rajouter un petit peu leur témoignage par rapport à ces questions. Alors, vous aurez la parole après. Ensuite, Stéphane fera sa présentation également. Je lui ai demandé de nous présenter un petit peu comment il voit l'avenir de la consommation, notamment pour les industriels bretons. Ensuite, je lui poserai 3 questions, lui aussi. Et je demanderai bien sûr à nos témoins de réagir par rapport à ça. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Donc, vous pouvez noter un peu déjà les questions que vous aurez posées au fur et à mesure. Et puis, il y aura un débat bien sûr autour de tout ce qui va être dit.
Donc je vais laisser le micro à Christine qui va nous présenter un petit peu son activité. Merci. Donc moi je vais vous parler vraiment de ma vision agricolo-agricole. Pour la Bretagne, en fait, terre d'élevage, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on a donc des outils de production en danger. La SAU bretonne, c'est 60% de la superficie totale de la Bretagne, hein, ce qui est nettement supérieur à celle de la France. J'ai le rapport. Une artificialisation des sols importante, 12% en Bretagne contre 9% en France. Hein, vous avez pu voir les travaux LGV. On ne s'étendra pas là-dessus. N'empêche qu'une fois que les terres sont urbanisées, il est trop tard, quoi. Je voyais tout à l'heure dans votre PowerPoint, on parlait des années 2010, on était à manger mieux. Voilà. Et je pense que 2020, ça sera peut-être manger plus parce que la pénurie alimentaire n'était pas encore là, mais peut-être quand même y penser. 34 447 exploitations agricoles, il y en avait 150 921 en 70. Mais quand même 11% produisent sous signe de qualité, donc AOC, label, etc. Donc, il y a quand même des signes de qualité en Bretagne. Et 68% de l'activité en production animale. Donc tout à l'heure vous avez la production de viande, mais on rajoute donc toute production animale donc on rajoute des produits laitiers, etc. La Bretagne, c'est un poulet français sur 3. C'est 56% du cheptel porcin français. Et par rapport au poulet, par exemple, on importe presque un poulet sur 3. Et il y en a un autre qui vient de Bretagne. Et c'est la première région légumière de France, par exemple 35% pour les tomates. Tout ça, c'est la raison d'être de la fourche, puisque je suis là pour représenter la fourche. Et la raison d'être de la fourche, c'est bien évidemment approvisionner la fourchette. Donc juste quelques chiffres. Hein, donc la production animale, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 68% de la production bretonne en 2012, avec 9% pour les céréales, 7% pour les cultures fourragères, 5% pour les légumes, 7% pour les services, et le reste à 80%. Donc on dit souvent que c'est le métier le plus beau du monde, puisque son but est de nourrir les populations. La société en général a une image positive des agriculteurs, mais pas forcément de l'agriculture et de sa transformation. On dit souvent on ne sait plus ce qu'on mange. Mais les agriculteurs aveuglés par l'explosion de la production agricole des années 70, on a produit pour produire, parce qu'il fallait nourrir la France. On a écouté un petit peu tous les vendeurs d'impôts et voilà, c'était formidable, et les rendements augmentaient tout le temps, c'était formidable. Et puis ils sont devenus spectateurs du développement de la distribution et de la grande distribution en particulier, et de sa course au prix. Là, ils ont commencé à plus trop s'y retrouver, mais bon, ils continuaient à produire. Aujourd'hui, ils sont devenus la variable d'ajustement au nom de la sauvegarde du pouvoir d'achat. Au nom, je dirais, parce que c'est le thème récurrent de la distribution. Et on leur demande aujourd'hui des produits de qualité à bas prix. C'est quand même dans le meilleur des mondes. Et un entretien du paysage à titre gracieux, parce que c'est vrai que la nature peut reprendre vite le dessus, et le jour où il n'y a plus d'agriculteurs pour entretenir les paysages, eh bien c'est forcément moins joli. Vivre pour travailler. Souvent on dit on travaille pour vivre, non, nous c'est plutôt vivre pour travailler. Et après tout, on pourrait se dire que c'est le plus beau métier du monde, mais on observe quand même un certain malaise de la part des agricultrices et des agriculteurs. Et sans forcément casser l'ambiance, on fait un temps casser les yeux sur ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux, avec un taux de suicide très très important. Serions-nous arrivés à la fin d'un système? Peut-être. Des réalités structurelles, le retour sur investissement qui est quasi nul, des contraintes conjoncturelles. On est quand même devenus des sous-traitants des industries agroalimentaires. Voilà, on a produit pour produire, on fournit des acheteurs qui, d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas de facture de lait, on parlait de la paye du lait. C'est-à-dire qu'on était quand même les salariés, nous, des industries agroalimentaires laitières. Des contraintes organisationnelles, puisqu'il y a une charge de travail énorme, avec une main-d'œuvre qui est de plus en plus rare sur les exploitations. Donc on n'a plus vraiment le temps de lever la tête, on est né dans le guidon, et on n'a plus le temps de relever pour prendre du recul et réfléchir et se dire mais
qu'est-ce qu'on fait, où on va et pourquoi on le fait surtout. Des contraintes culturelles, l'isolement des exploitants dans leurs exploitations et leur dépendance aussi par rapport aux approvisionnements, par rapport aux acheteurs. Des réalités politiques, on est devenu un enjeu sociétal, nourrir les populations, mais derrière, eh bien, on fait face au pouvoir d'achat. Quand on parle de pouvoir d'achat, on parle toujours de l'alimentaire. Le pouvoir d'achat, ça dérange personne. D'ailleurs, on n'en parle pas. Hein, je ne sais pas quel est votre coût de téléphone par mois, quel est votre coût d'électricité par mois. Est-ce que vous avez le choix du fournisseur d'électricité? Pas forcément. Mais par contre, derrière ça, quand on regarde l'alimentaire, eh bien, on est peut-être à 2 centimes près sur un litre de lait. Voilà, c'est devenu, enfin, ce sont des évolutions sociétales. Des contraintes environnementales, on est devenu un objet idéologique. Hein, il y a quelques extrêmes qui se sont lancés, on leur a pas donné raison sur le nucléaire, bon, c'est pas grave, on va aller voir du côté du vert, hein, on va aller voir du côté de l'agriculture, de la nature, parce que la nature, elle n'appartient pas aux agriculteurs, elle appartient bien évidemment à ceux qui ont envie de la protéger, comme si et en fait les agriculteurs sont devenus des gens qui dénaturaient la nature, des gens qui abîmaient, qui cassaient, qui dépolluaient en puissance. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui travaille dans ce métier, eh bien, ça devient quand même très très difficile à vivre, surtout quand vous n'en viviez plus. Et quand on rajoute les dernières contraintes, hein, c'était une liste non exhaustive, hein, des contraintes administratives, avec des productions qui sont administrées, avec des cahiers des charges qui sont assez draconiens. Et derrière ça, on marche sur la tête, mais on a beau expliquer, mais on n'y arrive pas. Donc la charge de travail, la réglementation environnementale dépasse les capacités d'adaptabilité des agriculteurs. On s'est toujours dit, depuis les années 70, ils ont bien réussi à s'adapter. Plus on en remet une couche et plus ils s'adaptent et moins ils y parlent. Donc comme ça, on va continuer. Et là en fait, on est arrivé à plus soif. C'est bon, c'est fini. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu la main. Et surtout une certaine liberté d'exercer un métier qui évolue au fil des réglementations et des modes sociétals. Ce qui est assez difficile à vivre. Et ils sont devenus bien évidemment la variable d'ajustement au nom du pouvoir d'achat, des marges des distributeurs, mais ça on dit un peu moins ça quand même. Et pourtant ce sont des facteurs, on l'a vu tout à l'heure, de milliers d'emplois. Donc il faut savoir saisir les opportunités. Et donc, regardez la réalité en face, nous sommes un secteur qui est source d'emploi. Hein, tout à l'heure, on parlait de la production de l'agroalimentaire, mais avant la production de l'agroalimentaire, il y a des matières premières. Et ça, c'est notre métier, et nous sommes un secteur source d'emploi. On va faire face à un besoin alimentaire qui est croissant, c'est indéniable, hein, la population augmente. La diversité des productions est un enjeu territorial, plus d'agriculteurs, et bien voilà, la dynamique rurale, elle va s'évaporer petit à petit. On a bien vu que, aujourd'hui on le voit, hein, avec la désertification des campagnes, hein, surtout dans certains coins de la Bretagne, justement pas dans les coins, plutôt dans le centre. Et là, c'est pas le jour où il n'y a plus personne qu'il faut se dire, et puis l'enjeu territorial, c'est aussi des réalités qu'on voit quand on est devant le fait accompli. Il a quand même fallu qu'on ferme des abattoirs de porcs pour se rendre compte qu'il fallait des porcs pour les approvisionner. Avec plus de cochons, il n'y a plus d'abattoirs et là on se retrouve avec des taux de chômage impressionnants. Donc le but c'est de remettre l'homme au centre, alors l'homme avec un grand H bien évidemment, hein, je ne dis pas les agricultrices même si elles sont de moins en moins nombreuses. Il faut que les agriculteurs et les agricultrices affirment leurs compétences, ils savent travailler, un petit peu de liberté pour les laisser travailler et leur faire un minimum confiance, et de là ils retrouveront la fierté du métier. Et c'est peut-être aussi une des clés pour se rapprocher de la fourchette. Alors quelles sont les pistes, hein, des réflexions stratégiques sur les exploitations, optimiser les moyens de production, c'est-à-dire qu'on arrête d'acheter du matériel pour des raisons fiscales, mais on achète du matériel pour s'organiser, pour gagner du temps et se donner un souffle. Travailler, s'organiser entre agriculteurs, c'est ce qu'on appelle les organisations de producteurs. Alors c'est des choses qui ont bien fonctionné à un moment de temps sur le porc et la volaille. Aujourd'hui, la production laitière a cette chance de pouvoir s'organiser en OP. Alors faisons attention de ne pas gâcher cette chance parce qu'il nous reste un an avant la fin
des quotas laitiers et là il faut vraiment qu'on laisse faire les producteurs pour pouvoir s'organiser entre eux pour pouvoir faire face aux distributeurs et aux industriels agroalimentaires. Imposer ses compétences en termes de technique, retrouver le bon sens paysan, on n'a pas encore entendu parler, mais moi j'insiste là-dessus, le bon sens paysan. On nous fait marcher sur la tête, on voit bien que ça marche pas, mais on insiste. Non, retour au bon sens. Et plutôt labelliser des producteurs plutôt que des produits. Donc on remet l'homme au centre. Se réapproprier des marges, ce serait bien pour qu'on en vive un minimum, pour qu'on ait envie de continuer. S'autoriser un droit de regard sur la transformation. Bah oui, moi par exemple, j'ai aussi quelques vaches allaitantes et aussi des vaches laitières. Et donc pour la réforme des vaches laitières, bah, on ne me demande pas si je veux que mes vaches soient abattues à l'âle ou pas. Et moi honnêtement ça ne me plaît pas parce qu'on m'impose tout au quotidien du bien-être animal qui est complètement à l'envers du bon sens, hein, je vous rassure, mais par contre derrière ça ne pose pas de problème qu'on abat à l'âle, alors que moi je considère que l'animal souffre davantage. Mais bon voilà, donc on n'a pas ce regard sur la transformation. Retrouver un lien fort et direct entre production et consommation. Effectivement, il y a grosso modo un éleveur travaille à peu près 80 heures par semaine. Voilà, c'est le quotidien, parce que les animaux ont un gros défaut, mais qui les rapproche des hommes, c'est qu'ils mangent tous les jours. Les vaches laitières sont traites 2 fois par jour, même le dimanche. Ça c'est terrible, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a pas de... même pas pour les vaches. Donc voilà, les agriculteurs en fait, bah oui, on peut parler de circuit court et de liens directs, mais je vous assure qu'au bout de 80 heures, on n'a pas forcément non plus la tête à se mettre sur internet pour faire de la vente en direct, pour construire des autoroutes pour que vous veniez chercher du lait à la ferme. Enfin, vous voyez, donc il y a aussi une approche, voilà, donc, le lien, c'est facile à dire, mais voilà, à mettre en place, il y a peut-être des nouvelles choses, et c'est de là qu'il y aura de l'innovation sur rapprocher ces gens. S'adapter aux évolutions, positiver sur le métier pour développer la confiance, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et bien le consommateur aussi. Donc ouvrons nos fermes, ok, mais faut aussi, faut pas les ouvrir pour dire regardez ce qui se passe chez nous, on travaille bien. Mais à côté de ça, il faut plutôt aller montrer qu'on sait travailler, mais on ne peut pas intégrer n'importe quelle entreprise ou y aller comme ça en disant oh bah voilà, moi j'aimerais savoir comment vous travaillez. Bah, les exploitations agricoles c'est exactement pareil. Il y a un minimum de protection sanitaire. Donc on peut ouvrir les portes, mais je dirais s'il y a des moments où elles restent fermées, c'est aussi pour des questions sanitaires. Voilà, le consommateur peut avoir peur effectivement de ce qu'il ne connaît pas, mais si nous on parle négativement de notre métier, bah, je comprends que les gens qui sont là pour acheter nos produits vont se dire oh, voilà, il n'a pas l'air heureux dans son truc là, qu'est-ce qu'il me cache? Donc s'adapter aux évolutions des modes de vie, hein, responsabiliser le consommateur en l'informant. C'est l'étiquetage, c'est la traçabilité, c'est la communication et c'est leur donner des gages de qualité. Savoir faire et le faire savoir, voilà. Et puis nous, notre rôle, c'est de bien nourrir pour mieux vous nourrir. Et c'est là que la fourche parle à la fourchette. Donc pas d'avenir sans agriculteurs, hein, mais des agriculteurs responsables. Fini la sous-traitance. Des consommateurs avertis et aussi responsables. J'achète effectivement... les intentions des consommateurs, c'est d'acheter des produits qui sont fabriqués sur place. Ça, ce sont des intentions, parce qu'on voit que derrière, il y a aussi l'histoire de prix. Et c'est souvent c'est un argument qui n'est pas toujours bon, mais bon, c'est quand même l'argument que les consommateurs avancent. Donc ça, ce sera des gages de citoyens libres. Et puis en fait, au final, c'est peut-être se connaître pour mieux se comprendre. Voilà, je vous remercie. Donc merci Christine. Donc voilà, elle a parlé avec ses tripes, avec ce qu'elle connaît tous les jours. Donc ça c'est la vie des agriculteurs. Donc moi je la connais un peu, mon père était producteur de lait. J'ai une formation agro, donc j'étais du côté de la fourche. Bon, maintenant je suis du côté de la fourchette. Je connais un petit peu les deux. Christine, première question. Posée par un auditeur. Alors Christine, comment... J'ai prévu de vous voyez, mais on se connaît, alors je vais tutoyer. Comment vois-tu l'avenir des relations entre le monde agricole et les IA? Déjà, il faut que
les agriculteurs comprennent qu'ils ne sont pas des sous-traitants, mais que les clients, ce sont bien les IA et pas les producteurs. Et que derrière ça, en retrouvant une certaine estime de soi, on arrive à pouvoir éventuellement parler d'un même pied, enfin de se mettre sur un même pied d'égalité. Là, on pourra commencer à discuter. L'avenir, il n'est pas dans la sous-traitance, c'est impossible. Parce que d'un point de vue humain, on a bien vu que on allait dans le mur. Et puis de toute façon, si on veut récupérer derrière ça de la qualité, de la quantité, il faut qu'il y ait des gens motivés en amont pour pouvoir approvisionner le tout. Que la question derrière ça, c'est que l'agroalimentaire breton s'est créé grâce à l'agriculture bretonne, et qu'effectivement il y a une question qui a été posée tout à l'heure. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de produits agricoles qui sont importés en Bretagne parce que commence à avoir des problématiques. Voilà. Justement, deuxième question, parmi ces problématiques, sur les deux critères, prix et qualité, parce que nous dit voilà, lequel semble le plus important de la part des IA et des producteurs? Je pense que les deux sont forcément importants. D'un point de vue producteur, il n'y aura pas de qualité sans prix. D'un point de vue IA, il n'y aura sans doute pas de prix sans qualité. À côté de ça, il faut que chacun puisse vivre avec ses marges et que je pense que tout réside dans la répartition des marges entre les deux, voire même les trois si on rajoute la distribution. Donc, par rapport aux IA, il y a une pression sur les prix. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité avec les problèmes du prix du lait, mais globalement, est-ce qu'on sent que c'est la pression de plus en plus forte sur les prix? Elle est de plus en plus forte, mais ça fait déjà quelques années qu'on vit déjà difficilement de nos métiers. Oui, il y a forcément une pression par rapport au prix. Il y a toujours des contraintes supplémentaires avec des prix qui sont inférieurs. Et derrière ça, je dirais l'argument de l'agroalimentaire, c'est de dire oui, mais nous, on a la distribution derrière qui nous contraint aussi, donc eh bien, on n'a pas le choix. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est la variable d'ajustement et c'est ça qui doit changer pour qu'on puisse évoluer. Demain, on trouve du lait espagnol, je ne sais pas d'où, pour faire des produits laitiers dans des IA bretonnes, ça peut le faire ou c'est compliqué? Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà du lait qui arrive d'Espagne. Ok, et troisième question, ensuite on demandera aux deux industriels invités de réagir par rapport à ces questions. Comment situez-vous donc le rôle de la grande distribution entre la fourche et la fourchette? Parce qu'on a parlé de la grande distribution quand même un petit peu en filigrane. Comment elle se situe actuellement? Est-ce qu'elle comprend les problèmes de la fourche? Est-ce qu'elle travaille un petit peu du côté de la fourchette? Je crois que ce que la distribution comprend surtout, c'est le problème de son portefeuille qui pourrait éventuellement légèrement diminuer et pas se vider, hein, non, loin de là, légèrement diminuer et sous un argument qui est récurrent, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas le pouvoir d'achat des consommateurs, mais c'est le pouvoir d'achat, leur pouvoir d'achat en fait. Donc là je parle de tout ce qui est GMS. Et le problème, c'est que ce sont des gens qui influencent tellement les prix aujourd'hui que derrière ça, au niveau du poulet, par exemple, c'est Carrefour qui nous a imposé les premiers les contrôles salmonelles. On s'est retrouvé avec, pas forcément beaucoup de salmonelles, mais bon voilà, c'est juste l'histoire de mettre une contrainte en plus. Et c'est aussi l'argument de dire, ah non mais attendez, là il y a un coût supplémentaire, donc il faut qu'on vous enlève ça parce que c'est pas, vous allez avoir un coût supplémentaire, donc on va vous augmenter votre produit, c'est vous avez un coût supplémentaire, donc c'est nous qui, on fait des efforts pour rassurer le consommateur, c'est nous qui faisons des efforts, donc c'est à nous d'être payés. Mais bon, vous, voilà, je pense pas que la distribution se soucie franchement du producteur, hein, et on est tellement loin d'eux que, par contre, eux, ils ont un réel pouvoir, c'est celui de créer le besoin. Ok. Merci. Donc, de toute manière, on va faire réagir un petit peu nos deux témoins. Donc, on va démarrer par Philippe qui, tout à l'heure, me disait qu'il avait un système de relation avec ses producteurs assez intéressant. Tu peux nous en dire plus? Un modèle intéressant, c'est le modèle coopératif, il est connu fortement en Bretagne. Moi, je réagis sur ce qui a été dit. C'est vrai que le monde agricole, au niveau des exploitations, a beaucoup évolué sur les 30 dernières années. On a vu des regroupements d'entreprises
se faire, se constituer des très grosses entreprises agroalimentaires. C'est vrai que pour les producteurs, aujourd'hui, avoir contact avec ces grosses entreprises agroalimentaires, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on avait affaire à des PME qui collectaient leur lait, qui étaient leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, voilà, ils ont difficulté aujourd'hui à avoir une compréhension sur les stratégies long terme de ces entreprises, et c'est ce qui fait, à mon avis, leurs inquiétudes. Il a été créé dans les années après-guerre un modèle coopératif qui était là, normalement, pour que les producteurs soient, je dirais, les gestionnaires de leurs produits jusqu'à la transformation. Aujourd'hui, c'est vrai que ces modèles coopératifs sont quelquefois critiqués. On en parlait tout à l'heure. Il y a quelquefois une opacité dans la gouvernance de ces coopératives, mais ça reste un modèle qui, normalement, doit fonctionner et qui doit être un modèle qu'on doit s'inspirer, en tout cas pour l'avenir, parce que aujourd'hui, les producteurs, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils doivent investir dans leurs outils. Est-ce que certains investissements qui vont devoir amortir sur 15, 20, 30 ans, est-ce qu'ils doivent s'engager? Est-ce qu'ils doivent développer leur activité ou pas? Vers quel axe? Ils ont besoin d'avoir un contact très proche avec l'agroalimentaire. Et dans la coopérative, ce sont eux les propriétaires de l'entreprise. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie, et que c'est à eux d'avoir la gouvernance dans les grosses coopératives. Hein. Voilà, donc ça c'est important, je pense que... Alors les durées des contrats, ce sont normalement les producteurs, quand ils sont dans le monde coopératif, dans une coopérative où la gouvernance reste auprès des producteurs, ce sont les producteurs qui décident de la durée des contrats. Nous, aujourd'hui, alors on est dans la pomme à cidre, sur un modèle qui est de gestion long terme. Un producteur qui plante des pommes, plante un verger, il va planter, pendant 4 ans il va rien avoir, donc pas le moindre revenu, il va attendre que ses pommiers poussent, et puis après il va avoir des vergers qui vont durer 30-35 ans, donc il va immobiliser des terres agricoles pendant 30-35 ans, donc il a intérêt d'avoir une visibilité très long terme. Nous on fait des contrats à 18 ans, donc ça veut dire que quand le producteur plante, on lui dit on vous garantit que pendant 18 ans on vous prend toutes vos pommes. Voilà. Donc, et puis, comme on est dans un modèle coopératif, on va même prendre au-delà, hein, jusqu'à que le verger soit arraché. Et ça donne une visibilité aux producteurs. Bon, voilà. Après, pour réagir un peu plus amplement sur les problématiques du monde agricole, problématiques de la relation avec la grande distribution, enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a sur un certain nombre de pans agricoles une nécessité de concentration encore du nombre d'opérateurs en industrie agroalimentaire. Hein. C'est tout le souci aujourd'hui. On s'est beaucoup investi sur des filières, mais qui aujourd'hui sont sur une concurrence très mondiale. Le lait, la viande, ce sont des marchés mondiaux. Il faudra que les industries agroalimentaires puissent concurrencer au niveau mondial, parce que le marché demain c'est l'export. On l'a bien vu, hein, le marché français, en tout cas sur la consommation interne, il est à son maximum, donc il faut savoir exporter. Pour savoir exporter, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faudra que les entreprises puissent se concentrer pour structurer beaucoup mieux leur filière. Et voilà, on aura des gestions de filières qui seront plus adaptées et moins concurrentielles sur le territoire français qu'ils le sont aujourd'hui. Voilà. Par rapport aux questions qui ont été posées, comment l'entreprise se situe avec son approvisionnement de matières premières, parce que là, c'est un peu spécial. C'est un petit peu spécial, compte tenu qu'on travaille essentiellement pour les galettes sur du sarrasin. Donc nous, on travaille avec des meuniers bretons. Pour le lait, on a une fourniture de lait par 2 fermes à moins de 5 km de notre fabrique, donc ce qui nous garantit une fraîcheur de produits et du lait livré tous les jours. Donc ça, c'est une importance. On travaille en lait entier fermier, donc ce qui nous garantit des produits aussi au final le plus naturel possible. Après, le reste des fournitures, c'est essentiellement du français et du breton particulièrement. C'est une démarche qu'on a choisie depuis longtemps, avec une forte fidélité par rapport à nos fournisseurs depuis le départ. Hein, ça se passe de façon à ce qu'ils nous apportent une qualité de produit, une pérennité aussi dans nos apports. Ça, c'est ça l'essentiel de notre philosophie d'entreprise. Nous, c'est la proximité et la fidélité dans nos apports.
petit rappel, c'est que le sarrasin, les galettes fabriquées en Bretagne, sont en grande partie avec du sarrasin chinois. Donc voilà, donc ça prouve aussi qu'on a peut-être aussi des idées en tête et qui, dans la réalité, ne sont pas les mêmes. Par rapport à l'aspect grande distribution, parce qu'on en a un petit peu en filigrane, comment vous voyez les choses? Est-ce que la grande distribution est sensible au monde agricole ou est-ce qu'elle est plus sensible au monde de la fourchette? Qu'est-ce que vous en pensez chacun d'entre vous? Pour ma part, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'existence, ce qui était un peu moins vrai auparavant, et je trouve qu'il y a des démarches de plus en plus fortes auprès des magasins pour mettre en avant le fait que nous sommes des fournisseurs locaux, hein, de la mise en avant de nos modes de préoccupation, des ingrédients qu'on utilise. Ça, ils utilisent de plus en plus ces vecteurs-là pour communiquer auprès de leurs consommateurs. Ils en ont besoin à l'heure actuelle. Et surtout, c'est pour montrer l'implication dans le tissu économique local. On leur propose des bons produits bretons 100% avec des produits locaux, etc. Et que derrière, il y a une influence sur le prix. Il y a une écoute. Il y a un petit peu de tout. Ça fait partie de la négociation. Ça, c'est... et surtout, ce qui rentre en compte, c'est surtout le lien qu'on a créé avec ces distributeurs. Je crois que c'est ça. C'est comme en amour, ça s'entretient. C'est beau. À quelques jours de la Saint-Valentin. Oui. Alors, bon, je pense que la grande distribution, ce sont avant tout des commerçants. Donc, ils répondent, voire ils anticipent les besoins des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui était dit tout à l'heure. Hein, les consommateurs, aujourd'hui, en période de crise, ils ont besoin de se réassurer, de réassurance. Donc, ils vont plus consommer des produits bretons, vont plus consommer des produits français, donc la grande distribution va mettre plus en avant ces produits-là et va avoir une oreille beaucoup plus forte sur ces produits-là. Mais ça reste des commerçants, il faut en avoir conscience, et c'est le rôle des IA et puis en arrière-plan des producteurs de savoir s'adapter aux tendances des consommateurs. Hein. Voilà, on n'a pas, il n'y a pas de... Il y a de la grande distribution, ils ne vont pas faire des ponts d'or à des entreprises parce que c'est des entreprises bretonnes, c'est uniquement s'ils viennent apporter l'offre qu'attend le consommateur. Ok, donc je ne vais pas poser des questions à la salle, je vais embrayer tout de suite, donc pour laisser un petit peu réfléchir, embrayer un petit peu maintenant sur l'aspect fourchette. Donc on en a un petit peu parlé, quand on parle de la distribution, on est un petit peu entre les deux là. Donc Stéphane va nous présenter un petit peu comment il voit, je dirais, l'avenir de la consommation, enfin des besoins consommateurs. Et ensuite, justement, ça sera intéressant de voir comment si on y arrive, il n'y a pas de souci, comment nos deux témoins ont intégré un petit peu cette évolution des consommateurs dans la création de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits. Voilà, c'est pas celui-là. Voilà. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Moi, je vais prendre quelques minutes pour essayer de vous expliquer, sans pour autant, par rapport à ce titre, très pompeux de ma part, du reste quand je l'analyse, je me dis quelle solution pour sortir de la crise. Ce sont plutôt quelles réflexions peut-on apporter. Il faut voir avant tout dans l'évolution des produits alimentaires, si on fait un rapide récapitulatif, ça a été dit précédemment par la première intervenante qui a brillamment exposé toutes ces tendances et ces perspectives. Moi je vais essayer de rentrer plus sur des points focaux en disant que les produits agroalimentaires ont énormément évolué et sont ni plus ni moins de véritables tendances. Un peu comme la mode prête à porter. Par contre, derrière, il y a des incidences énormes. Entre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a recréé une économie autour d'un produit vendu à l'unité, et à l'opposé de la naturalité qui nous amène aujourd'hui, vous voyez que le chemin a été long entre des produits standardisés, des produits allégés, puis après des produits enrichis.
Ce qu'il faut comprendre à travers tout ce qui est mis sur ces années, c'est qu'il y a un contexte derrière. Il y a de bonnes raisons à ça. 87-90, on est sur une tendance américaine, il fallait absolument dégraisser, alléger des rillettes, du fromage, du jambon, vous imaginez l'antinomie. Les Français ne s'y reconnaissaient pas et on a fait la culbute sur des produits enrichis en chocolat, enrichis en calcium, en magnésium, etc., en sels minéraux, ce qui correspondait davantage à un modèle français basé sur l'hédonisme, donc le bien manger et le plaisir. 94-96, tradition-modernité, là aussi deux termes opposés, mais qui ont eu leur sens dans la volonté d'adapter les produits plus à une consommation moderne. Et puis à partir de 96, on voit une tendance, on se dit tiens c'est une mode, le biologique, ça va passer, mais en fin de compte c'est une tendance de fond qui s'impose avec tout ce qu'il y a de positif et négatif quant au développement des produits, des marques et bien sûr de la consommation. Depuis 98, on a vraiment découvert ce que l'on appelle la fonctionnalité dans les produits alimentaires, c'est-à-dire qu'un produit pouvait être pas seulement bon gustativement, mais qu'il pouvait être bon pour quelque chose, une santé. Donc c'est ce que j'appelle toujours l'hédo-fonctionnalité, de l'hédonisme, conjugué à un modèle asiatique. Un produit doit être bon pour quelque chose, doit être bon pour la peau, doit être bon pour le transit, doit être bon pour le bien-être, la forme, la santé, etc. Et donc on a inventé la fonctionnalité, ou plutôt on a tout simplement redécouvert la fonctionnalité des aliments. Ensuite, à partir de 2000, c'est le mouvement nomadisme. On essaie de s'émanciper de la sacralisation des repas, on essaie de trouver des solutions rapides que l'on va adapter, juxtaposer, prêtes à consommer, à emporter. Et puis à partir des années 2000, on voit bien le light, puis la naturalité. Alors si on fait une évolution de ces modes alimentaires, il est extrêmement intéressant de voir, toujours sur cette année, plus de quasiment 70 ans, on a un modèle qui a été tout simplement basé sur les besoins physiologiques. Il fallait manger pour vivre, ça a été très bien dit par la présentation précédente, qu'on mangeait pour vivre, dans le sens où l'aliment était avant tout local, on avait des goûts relativement homogènes, et puis basé sur un très fort régionalisme, et les valeurs étaient transfamiliales. La maman transférait son savoir à la fille, laquelle transférait ensuite à sa propre fille, etc. Et l'homme n'intervenait pas, ce n'était pas dans le modèle qu'on pourrait connaître aujourd'hui. 75-95, on est sur la transrégionalisation des goûts, on découvre le plaisir et les valeurs sociales. Depuis 95, là, on rentre sur une complexification de l'aliment. On découvre l'internationalisation, la culinarité dans tous ses sens, et puis bien sûr, les besoins, fonctionnalités. Et là, on rentre sur des valeurs sociétales. Donc concrètement, comment ça se traduit? On passe, si je peux dire très simplement, de la cuisine à apprêter, où là, il fallait en gros 3 heures pour préparer les repas. C'était un plat unique avant tout. Même si on verra le modèle était ternaire, une entrée, un plat principal, voire un fromage et un dessert, ce qui voulait dire que le temps de préparation constituait l'essentiel, en tout cas une activité importante, ce que l'on appelait à l'époque la ménagère, et c'est un terme que je tiens absolument à prohiber aujourd'hui, et qui est pourtant prononcé par bien des personnes. Ensuite, 75-95, on rentre dans une cuisine d'assemblage. On va découvrir que finalement, l'alimentation peut être beaucoup plus facile à apprêter. Là, c'est le modèle ternaire. Ternaire, entrée, plat principal, dessert. Alors que vous voyez, après 95, modèle binaire, entrée, plat principal ou plat principal, dessert. Et vous voyez, dans un espace temporel, eh bien, le temps de préparation du repas principal complètement s'amenuiser. C'est dû à quoi? À tous les services que l'on va intégrer dans l'alimentation. Et en effet, dans l'alimentation, juste pour dire une chose, là où il fallait 3/4 de matières premières agricoles et 1/4 de services dans les années 60, vous inversez aujourd'hui pour faire à peu près une tendance la plus logique, en tout cas compréhensible possible. Alors ce consommateur, si on devait l'analyser, c'est nous tous ici, moi y compris, voilà, on est à la fois des calculateurs, nous sommes changeants, versatiles, contradictoires, on va manger comme des bons Gaulois tout le week-end, puis on va monter sur la balance le lundi, on va dire waouh, ça fait mal, donc on va dégraisser le mammouth. Et là on va commencer à se dire non, je vais prendre un petit yaourt allégé, mais en regardant la télé je vais manger une tablette de chocolat. Bref, c'est cette contradiction qui nous fait dire que l'alimentation c'est le fantasme, c'est ingéré, c'est le plaisir par le goût, le toucher et tous les sens.
c'est l'opportunisme. Nous sommes opportunistes dans l'achat. Il y a 30 ans, il fallait surtout se planquer en disant j'ai acheté en solde, ou j'ai acheté une véritable bonne promo, j'ai trouvé cette promo. Aujourd'hui, on s'en tarde parce que ça veut dire que nous sommes des consommateurs chineurs et véritablement opportunistes dans le sens le plus logique du terme. Protéiforme, on s'adapte, on est des caméléons, et puis insaisissable parce que si on nous dit est-ce que vous consommez, ah non, je consomme surtout pas, ça c'est le déclaratif, et comme je dis très souvent au cul du camion, eh bien on voit tout à fait l'opposé. Alors les évolutions comportementales, si on devait ensuite les analyser, on voit bien depuis 2013, là c'est tout récent, il y a une mise en avant de la régionalité. Ça a été dit par les deux précédentes intervenantes, et effectivement on voit bien que celui qui incarne peut-être le mieux la régionalité, c'est le groupe indépendant U. Les performances décevantes de nouveaux concepts, Carrefour Planète n'a pas du tout été le succès escompté par le groupe Carrefour. Le modèle tout sous le même toit, plus de 30 000 m², c'est véritablement un modèle qui ne plaît plus ou pas beaucoup aux Français. Ça fait peur, c'est surconsommateur, c'est chronophage, on le met de côté. La communication intense sur le prix, on est tous opportunistes. Aujourd'hui, acheter plein pot, il faut être un peu couillon, si je peux me permettre. Donc ce qui veut dire que la promotion, les lots font qu'avec les nouvelles lois, les soldes flottants répartis 15 jours dans l'année, en gros on peut toujours acheter en promotion. Et puis le shopper, cet acheteur qui est différent du consommateur, il est tourné vers les indépendants et la proximité, c'est le commerce intramuros. Ça n'est pas nouveau, le commerce intramuros, il a donné naissance, plutôt il a pris naissance, pardon, suite à la loi de 1996 sur les structurations des enseignes, et cette loi n'a fait que activer ces petits commerces de moins de 300 m² depuis 1996. Autre nouvelle tendance, entre proximité et drive, mon cœur balance, c'est tout à fait ça. Vieillissement de la population, ça a été dit là aussi, on a moins de mobilité, une personne sur 3 à 50 ans aujourd'hui, une sur 2 dans tout juste 15 ans. Ce qui veut dire que on y va tous, on va vieillir, mais il faut vieillir avec cette mobilité, cette motricité, et puis ce plaisir toujours à bien manger. Ce qui veut dire que le senior qu'on emploie, et moi le premier, quel est-il ou comment on le décrit, c'est très dur. Et j'entends de tout, parfois un peu du grand n'importe quoi. Le senior, maintenant il a 45 ans, 50 ans, maintenant on lui donne 45 ans, ça continue, à 30 ans on va être mis au rencard, et là ça commence à devenir un peu de la stupidité. Alors effectivement, ça veut dire moins de mobilité, ça veut dire que ce vieillissement de la population, il faudra en tenir compte. L'éclatement de la cellule familiale, on est encore un modèle où la cellule familiale existe, ce qui veut dire qu'un foyer sur 2 quasiment est un monofoyer ou un foyer qui n'a pas cette structure familiale, ce qui veut dire qu'on rentre dans des petits paniers. On est également dans un transfert des foyers en ville, et ça c'est pas toujours le cas, mais c'est une volonté plus qu'un vœu pieux, plus que parfois une réalité. Et puis on a la hausse du drive par ces équipements du web, c'est-à-dire le online devient véritablement cette grande tendance, et on voit bien online, offline, je reviendrai là-dessus, ça commence à pas mal bousculer les us et coutumes. Autre nouvelle tendance, la guerre des marques. Ne nous voilons pas la face, les marques n'appartiennent plus à l'entreprise. Et là, je balance quasiment un pavé dans la mare. Je suis un ardent défenseur des marques, je vous rassure, mais ce sont les consommateurs, les shoppers, les consommateurs qui s'approprient la marque. Et donc là, ça veut dire, attention, créer du lien, donner un sens aux marques et non pas un simple nom. Une marque, pour être une marque, doit avoir une territorialité, une légitimité et une notoriété. Si vous n'avez pas ce triptyque-là, vous n'êtes pas une marque. Et n'oubliez pas une chose, qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée? C'est la marque, le service que l'on apporte à la marque et la relation client. Si vous n'avez pas ce triptyque, vous n'aurez pas de valeur ajoutée. Et c'est là toute la difficulté que l'on rencontre entre l'agriculture, cette fourche et la fourchette. Plus on se rapproche du consommateur, plus on crée de la valeur ajoutée. Et là, vous voyez le gap qui existe entre l'agriculteur qui produit et à qui on demande d'être manager, commerçant, et puis bien sûr complètement expert de son produit, et là les journées ne sont pas assez longues. Il y a donc cette difficulté à donner un sens aux produits, à défaut des marques, et ces marques-là, si on ne les défend pas, si on ne les crée pas, eh bien on a un problème. Et la Bretagne est victime de cette carence en marque, pas cette absence, cette carence. Le modèle breton a été un modèle qui a très bien vécu.
Mais si aujourd'hui on devait faire une analyse des marques en Bretagne, ce que nous on a déjà fait à plusieurs reprises, ben, c'est là que le bas blesse. Les marques nationales n'ont plus l'exclusivité des innovations parce qu'on est dans une nouvelle forme ce qu'on appelle des marques de distributeurs. On est passé, moi je serais tenté de dire quasiment à la 4e génération des marques de distributeurs. Et là, si vous voulez, ce qui est extrêmement important, c'est que les marques nationales ne sont plus ou très peu leaders sur leur segment d'activité. Donc ça veut dire que les marques distributeurs sont devenues des vraies marques dans le sens strict du terme, et elles sont en train d'innover par le biais des entreprises moyennes qui sortent progressivement des linéaires. Et ça, je peux vous dire, attention, il n'y a pas le feu au lac, mais c'est tout comme. Donc, ces marques distributeurs qui ont aujourd'hui un véritable triptyque en positionnement, qui veut dire quoi? Biologique, terroir et exotique, c'est les 3 grands domaines d'activité stratégique sur lesquels les marques distributeurs ont investi. On voit progressivement se faire déboulonner, je prends parfois un langage trivial volontaire, se font déboulonner, sortir tranquillement des linéaires, où on leur demande maintenant, vous innovez pour nous, à défaut de quoi, ben, vous n'avez plus grand-chose pour vivre. Et ce n'est pas les industriels que j'ai à ma droite qui diront le contraire. Si elles veulent vivre aujourd'hui, il faut travailler pour la marque de distributeur. Pourquoi? Parce que les 2 marques qui sont aussi présentes, Bertel, ça représente quoi? Ben, le côté affectif, mais en poids, dans une grande distribution, c'est infinitésimal. Pour les jus de pommes, les cidres, même chose. On a donc des créneaux qui vont se défendre sur le locavore, sur le régionalisme, un positionnement affectif. Mais si on sort de tout ça, la grande distribution a très bien compris le système, eh bien c'est nous qui allons innover. C'est simple, si vous faites le calcul, 500 000 agriculteurs, allez, 10 000 industriels, il y en a plus si je prends les toutes petites structures, 7 enseignes si j'inclus le groupe Cora Delhaize. Vous voyez, c'est une pyramide complètement inversée ou un entonnoir, 500 000, 10 000, 7, trouvez l'erreur. Et là, vous allez tout de suite comprendre que l'acteur, qu'est la grande distribution, devient un acteur incontournable. Il est multi-activité, il est multi-stratégique, il est spécialisé, intégré, diversifié et internationalisé. Prenez l'exemple Mulliez, groupe Auchan. Vous avez Auchan, si je vous cite rapidement, c'est Saint-Maclou, Leroy Merlin, Boulanger, Kiabi, Flunch, Decathlon, Alinea et j'en passe, et les meilleurs. Vous allez voir à Champy, puis vous pouvez l'appeler le centre commercial ou la région Auchan. Si on regarde les critères d'achat d'un produit alimentaire en 2013, là ça commence à m'intéresser sur les structures et les attributs. Quel est le premier critère? Ne nous voilons pas la face, tous autant qu'on est, c'est le prix. C'est le prix qui va nous faire guider dans les achats. Et vous verrez après les tableaux qui sont criants de vérité. Ensuite, qualité gustative. En France, on a quand même un palais. On est le seul pays au monde où, entre midi et demi et 1h, il y a à peu près 61% des Français à table. Pour vous donner juste un petit rapport, là où il y a le pic, je vais prendre un pays volontairement opposé, la Grande-Bretagne, ils sont 12%. Donc ce qui veut dire quoi? La France a encore cette tradition, cette culinarité, ces commensalités, ce savoir-vivre et cette volonté d'être à table. Et là, on voit bien, entre 20, 23, 25 minutes, ça dépend des statistiques, qui est le temps moyen pour préparer un repas, et 55 minutes le dimanche, on redécouvre le sens culinaire, le temps de préparer le repas, et surtout de la transmission. Je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est une vérité. La date de péremption, la DLC des lieux selon où on se place, c'est également un critère, et puis vous voyez la suite. Alors si on regarde le comportement en magasin, pour moi ça se passe de commentaires. Très rapidement, on est exposé à 100%, à peu près 15-20 000 références. Pas mal. En linéaire, on en voit 23%, on en observe 18%, on en prend 16%, on en achète 15%, et le réachat 5%. Trouvez-moi l'erreur, et vous avez déjà le résultat. Il ne s'agit pas d'innover seulement, il faut rester dans la course, il faut surtout avoir le réachat, le fameux deal et le Graal pour une entreprise, pourvu que j'ai assez de ce qu'on appelle de facing développé en linéaire, pourvu que je rentre dans le losange, pourvu que je sois à hauteur des yeux, hauteur des mains, à défaut de quoi, vous savez ce qu'il en est, vous passez à la trappe. Donc par rapport à ça, on voit bien ce que voit le consommateur, vous ferez l'analyse vous-même. 5-3-1, retenez ça.
Vous voyez la catégorie à 5 mètres, vous voyez les segments à 3 mètres, vous voyez la variante à 1 mètre, vous voyez plus grand chose à 50 cm. Vous n'allez voir quoi que ce qu'il y a à hauteur des yeux, hauteur des mains, 1m50 à 1m70 et le reste. Là, vous avez intérêt à atteindre mode d'eau si vous voulez aller voir au premier étage ou faire 2 mètres si vous voulez voir la suite. Les nouvelles approches commerciales, il y a un triptyque. Il y a un triptyque dans nos métiers qui se passe de commentaires, c'est qu'on est sur des univers de consommation. C'est répondre à une cible, qui consomme, à qui on destine ces produits. Et ça, je peux vous dire, une entreprise sur deux, et je suis très proche de la réalité, ne sait pas exactement à qui elle destine son produit. Oh, des adultes, des familles, bon, et encore. Et bien là, vous allez vite gratter le fond, ce qui veut dire, attention, autre sonnette d'alarme, trop peu d'entreprises disposent d'un service marketing dédié. Je ne prêche pas à mon clocher ou à ma chapelle, appelez ça comme vous voulez, mais ça c'est un véritable déficit et c'est ce qui pose un gros problème aujourd'hui aux entreprises agroalimentaires. Les moments de consommation constituent la deuxième base de l'acte d'achat. C'est la situation dans laquelle les consommateurs se projettent qui va donner du sens à un produit et qui va catégoriser le produit. Et c'est ce qui va donner, troisièmement, quel bénéfice j'en tire en achetant ce produit, compte tenu de la fonction que j'en attends, fonctionnalité hédoniste. Ce triptyque-là, vous allez le triturer, c'est presque ce que j'appellerais, moi, le nouveau triangle d'or dans le positionnement et dans la réussite commerciale. Alors, les principales tendances qu'on a eues depuis 2012, plaisir, santé, authenticité, c'est ce retour aux sources et aux valeurs alimentaires, la naturalité depuis 2008, l'exotisme parce qu'on voyage tous et rapidement et qu'aujourd'hui on a une vue très facile, presque à 360 degrés des tendances alimentaires exotiques, et puis le bien-être qui n'est pas seulement à la fourchette mais qui passe, ça a été très bien dit tout à l'heure, à la fourche, le bien-être animal. Alors en 2013, il y a eu véritablement 5 grandes tendances de la consommation, il y en aurait d'autres. Il y a eu 5 points qui me paraissent intéressants. Premièrement, nous avons tous été victimes d'arbitrage. Il faut arbitrer parce que les chiffres montrent que la tendance de la consommation alimentaire continue de baisser en valeur relative. On est donc amené à arbitrer. La proximité, cette notion de locavore, moins de 250 km, constitue également véritablement une des clés de cette grande tendance. Mangeons local pour faire bénéficier nos emplois. Défendons le Made in France, le Braise, la Braise Touch, etc. Consommation collaborative, là aussi, c'est pas seulement consommer un produit à marque, c'est donner du sens, le lien à l'amont. Et ce lien à l'amont, il passe par les agriculteurs. Comment a été fait le produit, comment il a été transformé, comment il a été amené sur l'étal, c'est cette notion de empreinte ou taxe carbone, c'est cette notion de traçabilité, et là il y a plein de choses à dire. Ensuite c'est le Web to Store, eh bien on va essayer de comprendre, de s'informer avec aujourd'hui les QF codes, etc. On peut tout comprendre, et puis des exigences sur l'origine d'un produit, le prix, etc. Alors si on regarde rapidement les tendances, j'ai bien aimé la première intervenante parce que vous avez parfaitement dit 13,5%, si je retriture les 2 premiers axes, moins le tabac, ça fait 13,5%. Ce qui veut dire que, pour vous donner une idée, c'était 30% la consommation alimentaire en 1960, c'était 22%, 21% en 90, c'était 15% pardon, en 2010 et c'est 13,5% en 2015. Si vous regardez une toute petite, j'ai pas mon pointeur, vous regardez communication, ça, cette petite ligne qui est quasiment au milieu inférieur, c'est ce qui nous tue tous, c'est ça. C'est plus de 100 € par foyer qu'on dépense. C'était véritablement ce qu'on appelait une partie des dépenses budgétaires qui n'existaient pas. C'est au détriment de quoi? La bouffe, c'est au détriment d'autres choses. Et donc, c'est ventilé là-dedans. Et si vous regardez plus globalement, depuis 1991, l'alimentation n'est plus le premier poste des dépenses de tous les Français, de nous tous. L'habillement, même chose, parce que ce sont 2 postes flexibles. On peut sursoir d'acheter un pantalon, une paire de chaussures, on peut sursoir sur une marque, on peut acheter un produit premier prix, on peut se dire on va bouffer un peu plus de pâtes et de riz, c'est pas un problème. Par contre, le logement, c'est devenu le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas dire à votre banquier ou le propriétaire, vous me faites un petit 5%, les temps sont durs, les idées sont molles, ça ne marcherait pas. Même chose, deuxième poste de dépense, c'est le transport. Et puis il y a un poste qui est loin d'être indolore, c'est celui
de la santé qui reste pas si élevé que ça, mais loisirs culture, on veut des échappatoires. Donc autour de tout cela, on voit bien que l'alimentation, elle n'est pas simple. Et si on analyse les consommateurs que nous sommes, alors là, je vais vous dire, je vais commencer à parler un peu martien. Junior, adulte, senior, pour reprendre les 3 grands moments de la vie, vous regardez, vous avez, quand on parle des juniors, on dit un peu tout et n'importe quoi. Il y a des raisons. Les babies, c'est les moins d'1 an, les kids, c'est les moins de 3 ans, les juniors, les 6-9 ans, les préados, 9-11 ans, les ados, 11-13 ans, 11-16 ans, et les jeunes adultes, 16-18 ans, et après les adultes, plus de 18 ans. Ça veut dire que ça a déjà un sens au plan marketing. Les adultes, on voit le phénomène Tanguise, les bobos, maintenant c'est les bonobos, bourgeois non bohèmes. On a les bourgeois, la ramification de ceux qui sont issus des générations d'Afrique du Nord et qui sont embourgeoisés, d'où bourgeois, les hipsters, ces mouvements des années 50 qui sont cultivés mais un peu complètement décalés sur les modes alimentaires. Les nimis, ceux qui ont un niveau d'études hyper élevé mais qui gagnent moins de 1000 €. Et puis les seniors, autour de la dichotomie, les hédoniques, qui sont les 50 balais, 50-60, les vigilants 60-70, les traditionnels 70-80, puis ceux qui commencent à faire figure de vieilles badernes, les ascètes, et là ça fait quand même un peu mal. Et puis si vous regardez en bas, on y est tous ici, génération X, Y, Z, c'est les plus de 50, les 30, les 20-30, et puis les moins de 20. Alors les tendances à court terme. Les tendances à court terme, premiumisation. Moi, je dis c'est bien, mais tout le monde ne peut pas acheter, consommer du produit premium. C'est ce qu'on souhaite développer partout ailleurs, y compris en Bretagne, donner de la valeur ajoutée par du premium, donner du sens et de la qualité au produit. On a des formules concept, Michel et Augustin, innocents, qui sont véritablement des petites pépites marketing, conceptuel, sociétal, jeune, dynamique, auxquelles on se réfère rapidement. Le sans gluten, une mode, alors que c'est destiné aux cœliaques. Mais le sans gluten, ça fait bien. Donc essayez, puis vous verrez. Donc ça te fait un petit peu, pour moi ça me surprend toujours qu'on cherche les extrêmes. Le clean label. Le clean label, c'est effectivement avoir une plus grande naturalité. Ça, je le défendrai chez les industriels qui travaillent toujours avec des produits ou cherchent des produits de plus en plus naturels. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à créer cette valeur ajoutée alors qu'ils bossent comme des malades sur de la naturalité. Et puis cette naturalité en tant que telle est biologique. Voilà des grandes tendances à court terme. Les tendances de fond, tradition, praticité, nutrition, santé, exotisme, c'est quasiment toujours la même chose depuis 5-6 ans. Tradition, c'est le fond de rayon. S'il n'y a pas de ça, on perd nos repères. Et puis là, manger, c'est plus le plaisir, c'est plus la jouissance terrestre. Il faut garder ça. 2, la praticité. Si vous emmerdez à ouvrir quelque chose, si vous n'y arrivez pas, vous passez une demi-heure, là ça ne le fait pas, donc c'est une hausse constante. C'est le passage obligé. La nutrition incontournable, parce qu'aujourd'hui, avec les tableaux nutritionnels, on va commencer à se dire, bon, ok, ça je regarde, bon, la viande, la tablette de chocolat, non, ça je regarde pas, je continue, etc. Ce qui veut dire que la nutrition, c'est nous qui la ferons à notre mode. Regardez aujourd'hui ces petites tablettes qui existent, tous ces petits ordinateurs portables, vous allez pouvoir aujourd'hui, tous autant qu'on est, calculer votre ration calorique adaptée à votre âge, votre poids, votre forme. Bref, on va avoir quasiment des Apollons dans 10 ans. Santé, c'est la tendance médicale. Cette santé, c'est donner un sens, bien manger pour réduire cette facture sécurité sociale. Donc l'alimentation fait partie de la santé. Et puis l'exotisme qui va devenir plus ciblé avec certaines modes, toujours plus loin. Donc conclusion. Conclusion, on s'aperçoit qu'on a un renouvellement d'un modèle consumériste. Alors, le consumérisme est apparu dans les années 70 en France, mais ce renouvellement, il pose la question de la vente en GMS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on doit passer automatiquement par ces grandes et moyennes surfaces? C'est vrai que 7 produits sur 10 dans l'alimentaire que nous achetons passent par la grande surface. Donc, ce qui veut dire que tout le monde le considère dans l'entreprise comme un Graal, et je les comprends. Et pourtant, il y a bien d'autres circuits. Restructuration de l'hyperconsommation, on voit bien une tendance, la proximité, le drive. 41% des acheteurs sont équipés d'un smartphone. Donc ce qui veut dire qu'on a besoin d'avoir d'autres formes d'information et d'autres modèles d'acheteurs. C'est la recherche de sens. Quel sens je donne à mon produit? Situation-fonction. Pensez à ce que je dis. Situation-fonction. C'est l'instant dans lequel je me projette qui va me donner un sens au produit que je vais acheter. Si vous n'avez pas cette réponse-là, vous n'achèterez pas le produit, c'est sûr.
Ben, prenons le cas, si ce soir vous faites un anniversaire, un apéro entre amis ou autre, ben, vous allez composer en fonction de ça. Si vous dites demain j'ai qu'une demi-heure pour manger, situation fonction. Donc vous allez demander des produits faciles à utiliser, nomades, etc. Et c'est ça qu'il faut penser pour redonner du sens et surtout de la configuration dans les modes de distribution, et en particulier de la grande distribution qui, à mon sens, distribue trop les produits sur la technologie des produits. C'est plus ça. C'est plus dans les yaourts, le yaourt nature, le sucré, le bicouche, le tricouche, le avoir, etc. C'est forme santé, famille, santé, nomade, etc. Regardez les fromages. Fromage ingrédient, cuisiné autrement. Fromage plateau, fromage de base, etc. Ensuite, c'est l'apparition, développement du participatif. Ben, il faut donner du sens entre les acteurs, fourche, fourchette, et le consommateur, acheteur, consommateur, shopper, consommateur. L'apparition du marketing écologique dans le modèle de consommation est une autre tendance. Ça dérange cet éco-concept, cette éco-nutrition, cet éco-durable. On le met à toutes les sauces, mais c'est cette notion-là qui va se développer à terme. Et création de nouvelles communautés de consommateurs à partir de réseaux sociaux, on en fait déjà partie, les jeunes générations en font partie. Ce drive n'est qu'un début d'autre chose. Je pense que dans 20 ans, 40 ans, 60 ans, ben, le mode d'achat, il ne sera pas uniquement de regarder, de toucher, mais ce sera des achats à distance, avec des petits drones qui viendront peut-être nous desservir au-dessus de notre maison. Bref, tout ça fait que, eh bien, on a des tendances. C'est toute la richesse de l'alimentaire, c'est toute la richesse des tendances. Eh bien, c'est peut-être ça sur lesquelles il faut qu'on se pose des questions dans l'innovation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Là, donc voilà, on a un point de vue de la fourchette assez vaste. Donc vous voyez les écarts qui existent entre les problématiques de production et les problématiques de consommation. Donc je vais poser 3 questions à Stéphane qui sont un peu de même style que j'ai posé tout à l'heure à Christine. Donc Stéphane, comment vois-tu l'avenir des IA face à l'évolution des besoins consommateurs ? Je pense que les industries agroalimentaires, je les vois, et je l'espère en tout cas, d'une façon plus maillée, plus concentrée, plus transversale. Une entreprise agroalimentaire ne peut plus travailler seule, ça c'est clair. Celle qui va s'isoler va mourir progressivement, sauf si elle a une grande typicité dans ses produits, et si elle a une indépendance par sa marque, par son marketing, par sa production, par sa recherche et développement, ce que je doute à terme. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'industrie agroalimentaire veut poursuivre dans son innovation et sa création de valeur ajoutée, il va falloir mailler, il va falloir se regrouper, il va falloir travailler sur ce qui est fait, comme c'est déjà fait en Bretagne, se regrouper dans les services achats, se regrouper dans les plateformes de stockage, dans les plateformes après de transit et autres, ce qui veut dire que c'est un travail ensemble, un autre métier, une autre forme de pensée. Je pense qu'en tout cas, plus particulièrement en Bretagne, on a cette chance de tout avoir. Le problème, c'est qu'on a le savoir-faire, mais pas trop le faire savoir. En tout cas, on n'ose pas. Et si en Bretagne, comme ailleurs, Grand Ouest et même, je dirais, tout en France, on avait cette volonté, à un moment donné, d'être un peu plus rassuré et sûr de soi, on ferait vraiment beaucoup plus de miracles. Et c'est ça, je crois, que l'entreprise agroalimentaire, en Bretagne comme ailleurs, va devoir réfléchir demain, c'est comment on travaille ensemble. Merci. Donc les deux critères qu'on a évoqués tout à l'heure, à travers des slides notamment, le prix qui reste prépondérant, mais également la qualité, notamment dans le réachat, lequel, à ton avis, est le plus important à la fois du côté des industriels agroalimentaires et du côté des consommateurs? Les deux, mon capitaine, moi je dirais ça. Avoir à la fois un prix et une qualité, je pense que c'est pas antinomique, mais presque. Faut arrêter de vouloir produire moins cher et d'acheter moins cher. Ça, c'est, je crois, aujourd'hui, sûrement la plus grosse erreur qu'on a pu faire. Et puis surtout, c'est, à mon sens, peut-être, là où est le problème, c'est dans la négociation aujourd'hui. C'est cette grande distribution qui veut absolument acheter toujours moins cher, et on le voit dans les négociations qui sont faites. C'est avoir à la fois de la qualité, avoir les prix les plus compétitifs. Moi je me dis, si on a à un moment donné, on veut mettre la qualité, ça a un coût, ça a un prix, là il ne faut pas se voiler la face. Donc il faut avoir ce consentement à payer.
Et puis ça veut dire qu'en parallèle, arrêter dans les négociations de faire toujours du moins cher, du moins cher, du moins cher, du acheter moins cher. Ce net 3 a été une bonne volonté du gouvernement. On voit qu'apparaît le net 4, j'en reparlerai si vous le voulez. Et ça, tant qu'on aura toujours cette capacité à faire cracher au bassinet les industriels pour essayer de les dépouiller un peu plus, ben on ira dans le mur. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. On peut citer comme exemple le Nutella qui n'a pas de concurrent. Nutella, c'est un brand 8, comme on dit. C'est une marque qui a été monolithique, qui n'a pas eu de concurrent pendant 30 ans. Donc, il y a 3 générations de consommateurs qui se sont faites. Et puis, le groupe Ferrero, il a eu une politique très claire. Et aujourd'hui, il l'affiche. Je suis un incontournable. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes prix et avec mes quantités, je me retire. Puis, vous allez voir ce qu'il en est. Alors que si un groupe comme Lactalis, il y a peut-être quelqu'un de représentant chez Lactalis, il y a un peu plus d'1 an, il a dit « moi, je vais faire la même chose ». Ça n'a pas marché. Bon, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les marques, quand il y a toujours une capacité à substituer une marque, on est toujours un peu plus fragile. La marque, quand elle est irremplaçable, c'est là qu'on est vraiment fort. Mais il y en a très peu. Et donc, dernière question, comme tout à l'heure, la grande distribution qu'on vient d'évoquer, comment tu la situes entre la fourche et la fourchette? Tu la sens de plus en plus proche de la matière première, de la qualité de matière première? Elle est plus proche de son porte-monnaie, de ses intérêts, il faut aussi appeler un chat un chat. Elle est proche de la matière première quand ça l'intéresse et qu'elle n'a pas d'autres vocations. Ça veut dire que ce soit Intermarché, Leclerc ou autre, je ne cite que, mais je les citerai tous les 7, ça veut dire quand ils ont besoin de créer des filières comme filière qualité Carrefour, la filière Intermarché avec laitière, la laiterie Saint-Père ou autre, s'ils n'ont pas d'agriculteurs, ils n'ont pas de matière première, s'ils n'ont pas de matière première, ils n'ont pas de marque. Donc ça veut dire que là, ils sont obligés d'avoir cette fourche. La fourchette, ils l'ont pour communiquer. Prenez le groupe Leclerc qui va dire haut et fort, moi, si je ne suis pas content, je déréférence la vache qui rit. Il a oublié de dire qu'il déréférence la vache qui rit, mais seulement la 18 portions. Il ne va pas déréférencer la 12 portions. C'est celle qui se vend le plus. Donc il y a déjà un discours qui est tronqué. Et puis quand il est proche de la fourchette, c'est simple. Sur 11 000 références, un distributeur qui taille sur 100 références, c'est pas très compliqué. Il en a 11 990 ou quasiment autant, ou enfin un peu plus de 10 900, pour pouvoir rebasculer sur des marges. Un industriel, si on lui amène ses marges, il est mort. Un agriculteur, si on lui dit moins 2 centimes, il est mort. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Donc la fourchette, moi je veux bien, mais à condition qu'on joue une vraie transparence et non pas ce qui se passe actuellement, puisque là, le 28 février, on va signer les fameux contrats, les industriels vont signer les contrats pour l'année 2014. Vous avez un net 4 qui apparaît, c'est-à-dire les nouveaux instruments promotionnels, où là on fait un trésor d'innovation, d'animation, dégustation, de théâtralisation, etc., qui coûte la peau des fesses aux industriels, les résultats ça les fragilise. Par contre, ça fait de l'animation dans le magasin, le consommateur est content parce que ça bénéficie directement à son porte-monnaie, mais ça coûte très cher ces conneries-là. Donc, conclusion, c'est de dire, la marque, il faut la protéger, il faut la défendre. Alors, est-ce qu'on accepte de payer 20 centimes de plus sur une marque privée par rapport à une marque distributeur? Tout est là. Est-ce qu'on va pleurer si on n'a plus sa marque préférée, puis on va dire « Ah bah oui, mais j'aimais bien cette marque, mais c'est trop tard, il fallait la prendre avant ». C'est comme les caissières ou les caissiers, quand il n'y en aura plus, on se posera des questions. Donc attention, posons-nous des questions. Est-ce qu'on est prêt à toujours dépenser plus dans les communications et dépenser moins dans la bouffe, ou est-ce que l'alimentation est finalement, c'est soulever le soldat industrie agroalimentaire, et à un moment donné, il faut savoir dépenser un petit peu plus pour les emplois, pour la qualité de vie, gustative, etc. Merci Stéphane. Donc je me retourne du côté de nos industriels, pour, je pense, écouter tout ce qui a été dit auparavant. Donc moi j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de la manière dont vous intervenez dans vos entreprises pour se rapprocher un peu plus de la fourchette et des besoins consommateurs à travers tous les phénomènes qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous avez développé comme type de produit et vous en êtes où dans votre entreprise? On va commencer par Philippe. Aujourd'hui, en termes de réponse, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur les marques. C'est l'un des problèmes aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire bretonne et des entreprises qui ont disparu sur les derniers mois, c'est qu'elles n'avaient pas de marque, ces entreprises-là, et qu'elles se battaient sur les prix.
Donc aujourd'hui, quand on est... et il y a peu de marques aujourd'hui en Bretagne qui sont indispensables, voire aucune. N'importe quelle marque aujourd'hui bretonne peut disparaître des rayons de la grande distribution. Un consommateur ne va s'en plaindre. Il n'y a pas de Nutella en Bretagne, ou de Coca-Cola. Mais donc aujourd'hui, pour y répondre, il faut aller quelquefois sur des choses assez simples. Mais les réponses sont dans ce qui a été donné en termes de tendance. Il faut s'inscrire dans les tendances qu'attend le consommateur. Nous, à notre niveau, par exemple, au niveau régionalisation, on a pris exemple sur un produit qui s'appelait Brescola, qui fonctionne très bien. On a lancé Braise Limo il y a 2 ans. On lance Braise, je ne dirais pas, un autre produit dans les produits liquides le mois prochain. Voilà, c'est des développements. Voilà, on a lancé des produits comme Gooding en cidre. Au niveau des marques distributeurs qui représentent pratiquement 50% de notre courant d'affaires, on a lancé interprofessionnellement un logo qui s'appelle Pur Jus de Pomme de France pour défendre une filière de pommes françaises. Aujourd'hui, j'avais réponse ce matin d'un référencement chez Carrefour. Il travaillait avec un produit belge, un Pur Jus de Pomme belge, Pur Jus de Pomme gazéifié. Voilà, il bascule aujourd'hui sur des Pur Jus de Pomme de France parce que le consommateur l'attend. Donc il faut profiter de ces occasions-là. Alors peut-être que dans 2 ans, ça sera différent, mais aujourd'hui on profite. On travaille sur des filières, ce qu'on appelle agri-confiance, avec une enseigne qui s'appelle Système U. On devrait lancer prochainement le premier cidre sous agri-confiance pour Système U. Ça veut dire que l'agri-confiance, c'est une relation qui existe entre le producteur et le transformateur pour garantir des schémas de traçabilité. Et voilà, donc aujourd'hui, on sait que cette enseigne-là est sensible à ce logo-là. Voilà, on a cherché à construire cette filière-là avec eux. Voilà, on essaie de répondre à ces critères d'authenticité, de proximité que cherche le consommateur et la grande distribution. Alors nous, notre démarche a été assez simple, c'est-à-dire qu'on a déjà en fait savoir qu'on existait. C'est-à-dire par du flocage, la matérialisation de notre marque sur les points de vente, ce qu'on avait laissé un petit peu de côté pendant des années. Ça, la notion de Bertel, les magasins étaient livrés par nos propres soins, et les clients ne savaient même pas que c'était nous qui fabriquions. Ils pensaient que ça arrivait comme ça, par magie, dans les magasins. Donc ça a été le premier lieu. En second lieu, on a analysé le marché, on a créé un atelier de galettes garnies, ce qui nous permet d'avoir un produit de prêt à consommer qui surfe sur les tendances actuelles de consommation, avec des produits on a recherché plutôt un type des produits premium, avec des produits de haute qualité, tout à fait dans le même type d'aspect que la fabrication de nos galettes. Ça a été ça le second point d'axe de développement. Tout ça pour répondre surtout un besoin croissant et surtout pour nous une recherche toujours dans le développement pour étendre notre marque, toujours dans les rayons. C'est une démarche. Ouais, et le snacking, ça c'est clair, ça c'est notre prochain. C'est le travail actuel où là le snack est à fond, donc on a créé cette gamme qui est en phase d'installation dans pas mal d'enseignes pour répondre sur le marché breton dans un premier temps, mais on pense surtout à des villes type Paris où le snacking est plus développé. Et puis bon, on est peut-être un jour ailleurs dans le monde. À propos du monde, politique export, toi tu en connais en termes de politique export, oui, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le marché français reste quand même un marché en termes de volumétrie, même si les vœux pieux d'espérer que les consommateurs se tournent plus vers l'alimentaire que la téléphonie. Bon, on espère, mais quand même les tendances de consommation sont là, et je pense que 13% aujourd'hui du budget alimentaire, enfin du budget pour l'alimentaire, peut-être que demain ça sera encore moins. On a vu le Luxembourg était en deçà. Donc on sait que c'est une tendance de fond et que si on veut développer nos courants d'affaires, l'export doit s'ouvrir et monsieur disait qu'il fallait avoir des responsables marketing dans ces entreprises, il faut aussi avoir des hommes export. Et voilà, les entreprises doivent se donner les moyens. Alors c'est pas toujours facile pour des entreprises qui ont des marges très faibles au niveau agroalimentaire, mais celles-là doivent se poser des questions si elles ne doivent pas se rapprocher. Et pour les entreprises qui aujourd'hui ont des capacités financières, il faut miser sur le marketing, il faut miser sur l'export.
Bon, à notre niveau, on a commencé timidement, il y a 5 ans. On a pris un commercial en temps partagé. On était 5 entreprises, hein, les Gavottes, entre autres, le groupe Connétable, les Sardines, et 2 autres entreprises. On s'est mis à 5 avec un même commercial sur les pays asiatiques. Et voilà, et ça a démarré. On faisait 150 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est proche des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Donc voilà, c'est 52 pays clients. Voilà, mais il faut, c'est clair, développer l'export parce qu'il y a du potentiel. Et il faut miser, pour l'export, il faut miser sur le côté France, parce que la gastronomie française, elle est connue dans le monde. Il y a un certain nombre de pays, et des pays forts consommateurs, le Japon, les États-Unis, le Canada, sont des pays qui apprécient fortement l'image France, donc il faut miser là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres circuits de diversification? Pas encore l'export? Non, l'export, pour nous, c'est notre problématique, nous, c'est la DLC. Non, nous, on recherche, c'est le surgelé, c'est vrai, mais là, nous, le développement, c'est l'aspect snack. C'est là où on croit le plus, c'est de s'approcher au plus près des consommateurs, des modes de consommation. C'est là où on espère avoir un impact de développement. Ok, merci. Vous l'avez promis, maintenant, c'est à vous de poser des questions. Donc, je vous propose de les poser aux 4 personnes qui sont autour de moi, nos 2 experts de la fourchette et de la fourche, et nos 2 témoins, donc, qui sont des industriels bretons qui vivent leur développement au jour le jour et qui savent s'adapter. Donc, je vous écoute. Il y a un micro-baladeur ou je dois donner le mien? Oui, il y a un micro-baladeur là-bas, donc allez-y. Commencez par la deuxième, la première est souvent compliquée. Oui, j'en ai posé, moi, donc je ne vous en pose plus. Oh là là, ça se présente mal. Bon, allez, une question. Dans la salle, on a des gens qui ont des tas de questions à la tête et qui n'osent pas les poser. Ah, j'allais bien. Fabrice Rivail, la société Ultra Solutions, on travaille sur tous les systèmes de qualité, sécurité, environnement pour les entreprises. Et on est intervenu il n'y a pas longtemps sur la FEF, sur la multiplication des labels, label EU certification, où ça devient un vrai micmac pour le consommateur. Et il y a vraiment du ménage par contre à faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de produits régionaux, de produits régionaux, mais avec un label régional. On parle de saveur de l'année, on parle de certification, on parle... Voilà. Donc je pense que là-dessus, il y a une véritable confusion et je pense qu'il y a peut-être aussi au niveau des industriels un point de vue consommateur à revalider, se rapprocher du consommateur pour voir ce qu'il comprend et ce qu'il visualise sur les rayons. Voilà. C'est une question? Alors c'est une question et un échange. C'est un échange parce qu'on s'aperçoit que les industries parlent de qualité ou de fraude dans certains cas, ou de non-conformité volontaire. Mais c'est aussi une question dans la mesure où comment l'industrie peut aujourd'hui redécouvrir le consommateur et lui faire redécouvrir les vraies choses. Alors, dans la discussion, c'est aujourd'hui de dire il y a tous ces origines qu'on met en avant, mais on en met tellement aujourd'hui que ça devient compliqué. Moi, ma question, c'est de dire voilà, est-ce que vous avez des idées là-dessus pour essayer de simplifier la tâche au consommateur? Juste pour information, il y a une réunion au ministère de la Comité d'Agriculture pour essayer d'avoir sur les viandes, je crois, sur les filières animales, un seul signe sur l'élevage français. En fin de compte, toute espèce est en train a sorti son propre logo, ce qui fait qu'on n'y comprend rien. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu comme
essayer de simplifier l'administration en France. Ça reste un vœu pieux, mais on va peut-être y arriver. Enfin, pour abonder dans votre sens, c'est le problème qu'on connaît dans les vins, où on a développé les AOC, de nombreux AOC, et quand vous allez à l'export, le consommateur étranger ne comprend rien au vin français, pourtant il l'aime bien, mais il veut du Merlot, il veut du Sauvignon, et le consommateur français vient de plus en plus à aller dans ce sens-là aussi, et veut des choses très simples. Bon voilà, donc il y a besoin que quelquefois on se renouvelle, et que même si on voit que les exportations d'alcool sont très fortes, c'est pas parce que c'est un prérequis qu'on y arrivera. Il faut aussi se faire évoluer fortement sur des attentes de consommateurs relativement simples. Voilà, on a besoin de balayer. Je vais donner la parole à une productrice qui produit des volailles sous label. Donc, en fait, qui dit signe de qualité dit cahier des charges draconien pour le producteur. Et au départ, en fait, le label, c'est un droit à produire. Et en fait, au final, ça devient un droit de vendre. Et on n'a plus ce bonus quand on produit bien, mais par contre, on a la pénalité quand on ne produit pas selon ce qu'on attend au niveau du label. Donc, et puis pour moi, enfin, c'est un peu paradoxal, mais pour moi, le label, en fait, c'est une façon pour le producteur de s'enfermer dans un carcan. Parce que vous parlez de volaille label rouge à un Danois, il va vous dire que c'est la vieille poule. Alors que pour nous, c'est le top du top. Donc il faut aussi, si on vise l'export, il faut aussi qu'on apprenne à réfléchir comme les consommateurs étrangers. Et le label, le label rouge, c'est pas forcément non plus. Ça reste une niche, quoi. Je pense que c'est pas l'avenir de l'agriculture bretonne. Voilà, il y a un marché, mais ça ne fera pas tout. Label officiel, oui, sous certaines conditions. Label européen, AOP, IGP, ça suffit largement. À condition que tout le monde parle le même langage. Tout le reste, personnellement, je les retire. Pourquoi? Parce que ça crée une confusion. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des pseudo labels qui n'en sont pas, les grands jurys produits de l'année qui sont purement marketing, du pognon, de la communication qui ne doit strictement rien dire. D'un point de vue scientifique, si vous saviez comment c'était nommé, élu, je pense que vous tomberiez tous à la renverse. Le tout, c'est de payer le ticket d'entrée, 15 000 €, puis vous avez droit au petit machin, qui va rassurer le consommateur, mais qui va encore un peu plus le flouer quelque part. Donc moi, personnellement, tout ça, au risque d'être un lagatola, je vire. Par contre, je garde juste les labels européens, à condition que tout le monde parle le même langage. Alors c'est là que ça devient compliqué, parce que si vous prenez l'agriculture biologique, nous on a 95% issus de l'agriculture biologique pour étaper 70% dans les autres produits. Bon, il faudrait déjà niveler tout ça. Donc ce qui veut dire qu'il y a un gros ménage à faire, alors là complètement d'accord. Et puis qu'on arrête d'enfumer le consommateur sur encore des pictogrammes, des tags, des machins. Vous prenez certains produits, c'est un vrai GPS qu'il vous faut pour vous y retrouver. Il faut être consommateur expert, sachant qu'on passe moins de 15 secondes pour acheter un litre de lait, moins d'1 minute une tablette de chocolat, 3 minutes à 5 minutes pour un foie gras. Je vous laisse imaginer le temps qu'on va passer devant toutes ces marques, etc. On ne voit plus grand chose. Et à un moment donné, je pense qu'il faut faire le ménage. Mais malheureusement, personne ne veut le faire. Donc on a quelque chose derrière à vous présenter. Donc est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Oui. Bonjour, Lionel Klein, Société 3E Interaction. Je fais du tout dans cette démarche de professionnel. J'avais une question pour Christiane Néry. On parle du rapprochement du consommateur, du producteur au consommateur. J'ai fait une démarche assez récemment d'acheter de la viande chez un boucher qui avait à Lannion des bêtes. Et en fait, il la congèle directement pour avoir une viande de super qualité, du foie de veau. Et là, je vais vous dire, je vous donne un exemple de prix, 15 € du foie de veau, pendant que ça se vend à 27-28 € en viande fraîche à Leclerc. Et là, j'ai vraiment vu une action directe. On est parti avec une amie acheter du bois, pas un garesquin, et là, j'avais une action directe, j'ai acheté 130 € de viande.
Donc je voulais savoir quelles sont les actions, parce qu'on parle, moi je suis matraqué dans ma boîte aux lettres d'actions, de distribution, de prix, Leclerc, on achète moins cher que cher, je lave plus blanc que blanc. Et quels sont vos moyens d'action? Parce que j'attends peut-être des producteurs, justement des actions immédiates. Pourquoi pas avoir des rapprochements de producteurs en disant voilà, on va acheter du volume, je le fais avec du fuel face à Leclerc à 7-8 maisons, on livre 10 000 litres et je suis à 5-6% moins cher que Pétrole Leclerc. Quelles sont les actions directes? Comment réfléchir avec une information de véritablement de traçabilité, que ce soit de la qualité de l'aliment, de l'alimentation, quelles sont vos actions en pratique là? Déjà, il faudrait que les producteurs soient déjà fiers de leurs produits. Déjà, on commence par ça, parce que c'est quand on l'apporte déjà. Ensuite, effectivement, nous, on est soumis à des contrats, récemment des contrats laitiers, on a des contrats face à nos acheteurs. Derrière ça, il faudrait peut-être aussi qu'on ait, je sais pas, des consommateurs qui aient un contrat face aux producteurs en disant, ok, parce que moi, je vous dis, on a fait de la génisse de viande, donc on faisait à peu près par huitième, ce qui nous faisait, on vendait, donc on avait 8 clients, et puis quand on appelle 15 jours avant en disant, tiens en fait, vous aviez réservé un huitième de bœuf, ça y est, dans 15 jours il est là, et puis on me répond, non, mon congélateur est plein. Et qu'est-ce que je fais moi? Le huitième il se promène tout seul dans le champ, ça fait un peu désordre quoi. Donc voilà, il faut qu'il y ait effectivement il faut que les producteurs connaissent les envies et les attentes des consommateurs, mais il faut aussi que les consommateurs, on leur a tellement apporté aux consommateurs des habitudes de vie, c'est facile, hein, on va au supermarché, on prend ce qu'il nous faut, quand on veut, on a des horaires très libres, on vient le jour qu'on veut, mis à part le dimanche et encore. Et voilà, c'est une totale liberté, et derrière ça, quand on commence à leur amener des contraintes, est-ce que je peux avoir un poulet? Non, je peux pas parce qu'en fait, là, ils ont 3 semaines. Ah oui, mais moi, j'ai besoin du poulet de demain. Oui, d'accord. Soit tu manges un tout petit poulet, ou sinon, tu attends dans 6 semaines parce que c'est là qu'il sera envoyé. Donc, il faut que les consommateurs comprennent les contraintes de production, tout en se disant qu'il faut aussi que les producteurs s'adaptent aux habitudes de consommation. Alors maintenant, concrètement, je dirais que à chaque... moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quand il y a des producteurs qui font comme ça de la vente directe et qui réussissent à vendre plus cher que certaines grandes surfaces ou certaines boucheries. Alors là, je me dis, il y a quelque chose. Et vous parliez du foie de veau tout à l'heure, je trouve qu'ils sont un peu gonflés chez Leclerc de le vendre ce prix-là parce que nous, on le donne. Voilà. J'ai bien compris. Toute la première scala de prix, de qualité, de la qualité. Donc, je pense qu'on a terminé. Cette question est intéressante parce que je pense que c'est la conclusion de la fourche à la fourchette. Une fourchette qui a posé une question sur la fourche. On a deux mondes qui ne se connaissent pas complètement. Moi, j'ai un peu d'expérience et j'ai aussi fait pas mal d'études dans le monde agricole. Et je connais maintenant bien le monde de la consommation. Et ce qui est assez compliqué, c'est effectivement de communiquer entre les deux. On a de moins en moins de personnes qui ont des parents ou des grands-parents dans le milieu agricole. Avant, on était tous issus de paysans. Et je crois que c'est qu'on a perdu nos racines. Et en perdant nos racines, on a perdu toute la connaissance qui était liée à tout ce qui était produit sur nos terroirs. Et ça, c'est important. Moi, il y a des gens qui pensent qu'une viande fraîche, une viande tendre, c'est une viande fraîche, parce que c'est pas vrai. Donc globalement, il y a des tas de choses que nous on connaît dans notre milieu, sur les filières, que les consommateurs ne connaissent pas. Et ce qui fait qu'ils achètent en fait n'importe quoi. Et ça, effectivement, il y a un gros boulot à faire par les industriels et par les distributeurs également en termes d'information, qui ne sont pas faits complètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette table ronde entre la fourche et la fourchette, parce que je pense que globalement le rôle de l'agroalimentaire doit jouer ce tampon entre les deux et doit informer bien sûr les consommateurs. C'est ce qu'ils font à travers... moi je travaille pour la filière lapin, par exemple, c'est une catastrophe, on mange plus de lapin. Alors, on mange du lapin, 80% des Français mangent du lapin, 40% l'achètent. On ne sait plus cuisiner un lapin, surtout quand on vous présente avec une tête de mort dans le rayon, ça donne pas envie. Donc je veux dire, globalement, il y a des tas de choses qui ne vont pas. On vous disait tout à l'heure, on marche sur la tête parce que
des distributeurs veulent vendre du lapin entier avec tête parce que c'est ce qui revient le moins cher, mais seulement les Français n'en veulent plus. C'est qu'il y a que les personnes âgées, dont je ne le considère pas, parce que moi je veux pas la tête de lapin. Mais globalement, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on marche un petit peu sur la tête, et la fourche à la fourchette, ça veut dire que moi j'aime bien parler du curseur entre la fourche et la fourchette. J'ai connu les gros problèmes qu'ont la filière volaille. J'ai travaillé bien sûr pour des groupes volaillers. Et je leur disais, aller plus vers le consommateur. Du poulet entier, c'est pas possible. C'est 1h30 de cuisson, on ne peut pas manger du poulet entier en semaine. Ça veut dire que vraiment on s'en occupait pas, il fallait produire du prêt à cuire. Donc ça veut dire qu'on était beaucoup trop près de la fourche. Et à l'inverse, quand on vous vend des lasagnes avec de la viande de bœuf qui est du cheval, on est peut-être un peu trop près de la fourchette et on a oublié nos racines et de parler aussi de nos matières premières. Donc c'est en ce sens où il y a une grande réflexion, et ce débat que je vais clore pour donner la parole à Adria, je pense qu'il est vraiment, j'aimerais bien que autour de ça, chacun ait ces réflexions-là. Hein, c'est comment on gère cette attitude entre la fourche et la fourchette. Restons nous-mêmes. Il faut que l'agroalimentaire reste bien sûr accroché au monde agricole qu'il a créé et de pas, je dirais, aller chercher des matières premières à l'étranger. Essayons de trouver des solutions et puis effectivement développer notre marketing comme le font les deux témoins que j'ai eu aujourd'hui, qui sont des petites sociétés mais qui ont su créer des produits pour accompagner un petit peu les besoins des consommateurs. Donc voilà, c'est un petit peu la réflexion que je voulais mettre autour de cette table ronde. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, mais je pense que le débat devrait susciter quelques idées. Et puis je vous remercie à tous d'avoir été patients dans cette salle un peu chaude, un peu surchauffée.